Je m'apprêtais à ramasser cette foutue balle quand, soudain, tel un coup de tonnerre venu de nulle part, passa dans mon champ de vision une apparition absolument ravissante. Une déesse vient de faire son entrée sur le court. À vous renverser de stupeur, sa façon d'occuper l'espace et son aisance à s'y déplacer, d'une élégance époustouflante. Coup d'œil sur mon partenaire de jeu, Yvan, j'observe, lui aussi a encaissé l'impact, et le temps d'un éclair, je me vois comme symbole sur le chemin de Damas. Voilà qui perturbait solide notre match de tennis, où chaque pouce de terrain était défendu avec une âpreté féroce, digne des jeunes mâles conquérants que nous étions. Oh, divine perturbation! Et dès cet instant, que nous chaud le concept même de compétition, puisque maintenant, il y avait elle. Et elle de s'approcher, portant petite jupe craquée blanche, toute festonnée, et à mi-cuisse, cheveux courts à la garçonne, des yeux de velours bleu, au regard félin, toute vibrante et sémillante, et qui nous lance tout de go. « Est-ce que je peux jouer avec vous ?» Et cette voix diantre, avec de ces accents célestes, d'une transcendance angélique. Et nous, quelque peu gaga et déstabilisés solides, d'acquiescer avec un sourire un peu niais, où on avait sûrement l'air un peu débile, voulant sans doute dissimuler cette emprise magistrale que cette belle petite personne déployait sur nous. Yvan et moi disputions régulièrement de ces matchs de tennis et toujours avec la même passion dévorante. Mais là, trêve de plaisanterie, on venait d'interrompre notre duel sacro-saint, lequel duel fut en un instant relégué aux oubliettes. Il n'y en avait plus que pour cette fabuleuse apparition venue d'on ne sait où, car le court de tennis occupait un îlot de lumière dans cette nuit noire qui l'enveloppait. Qui affrontera le premier cette petite louve guerrière? On tire tête ou bitch, et contre toute attente, c'est Yvan qui emporte la mise, façon de parler. Il aura donc l'insigne honneur d'affronter cette ravissante vainée venue, à n'en pas douter, d'un 7e ciel inconnu de tous, un genre d'outre-là inaccessible. Ne sachant pas trop à quoi s'attendre, peut-être s'agit-il d'une joueuse super expérimentée et qui va carrément nous humilier. Peut-être va-t-elle se révéler un adversaire farouche, une valkyrie vipérine aux sournoiseries filandreuses et furtives, une jeteuse de sorts aux envoûtements carnivores, allez donc savoir. Eh ben, on allait savoir drette là. Yvan, tel un gentleman accompli, y va d'une balle tout en douceur. Oh, la belle se révèle tout de suite. Il est bien évident que ce ne sera pas une tigresse qui va vous dévorer tout cru avec ses coups fourrés foudroyants. Ce qui ne m'empêche pas d'admirer toute la désinvolture féline de cette jeune beauté. Il n'était plus question de compétitivité, reléguée au calendrier grec, la compétitivité. En revanche, on se ferait un vif plaisir de l'accompagner dans l'apprentissage de ce sport si difficile. Mais rapidement, j'acquis la conviction qu'elle n'avait pas vraiment l'ambition de devenir une championne. Non, je crois sincèrement qu'elle appréciait notre compagnie. J'imagine qu'on ne devait pas être trop menaçant. Et puis, il y avait cette étrange sensation que sa présence obnubilait tout ce qu'il y avait autour. Aucun souvenir d'avoir remarqué d'autres joueurs s'exercer sur leur terrain, ou encore de venir perturber notre petit bonheur à trois. Étonnant comme les choses prennent parfois une tournure pour le moins inattendue. Ainsi en fut-il dorénavant de nos soirées de tennis en trio, soirées qui s'écoulaient avec toute la langueur inhérente à un petit nirvana, tout en rafale ô combien effervescente. Lise s'appelait-elle, Lise Lamarche,
et elle habitait tout juste en face du parc La Joie, sur la rue Archambault. Et nous de l'accompagner si courtoisement jusqu'à sa porte, alors que la nuit s'était déjà infusée dans le jour, évidemment, prête à en découdre avec d'hypothétiques malandrins qui oseraient attenter à sa personne, nos deux raquettes miraculeusement métamorphosées en hallebardes exterminatrices. Quoique je ne vous cacherai pas que l'occasion, l'herbe tendre, l'espoir d'un petit béco sur le pas de sa porte, si infime fut-il. Et je nous revois encore, Yvan et moi, retournant chacun chez soi. Oh, ce n'était pas bien loin. On prenait la rue La Joie, et Yvan bifurquait à droite sur Saint-Louis, à un jet de pierre de ses parents, et moi de poursuivre jusqu'à Saint-Viateur, à peine une centaine de pieds. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'on marchait tous les deux sur un voluptueux nuage d'enchanterie chimérique. Toutefois, il arrivait qu'une pluie maussade perturbe ce petit paradis, surtout si elle durait plusieurs jours, rendant les terrains de tennis impraticables. On rongeait alors son frein dans l'attente de l'embellie. Et c'est ainsi que s'écoulaient les vacances de deux jeunes ados. Plus tard, Yvan deviendra médecin. Je ne l'ai jamais revu. Mais je me dois de signaler ici que cette jolie sylphide aux yeux bleus avait eu l'incroyable habileté de ne jamais préférer l'un plus que l'autre, nous évitant ainsi de se dévorer l'âme d'une jalousie tout aussi submergente que pathétique. Puis l'hiver s'installa, suivi du printemps, et puis ce furent les vacances d'été. Et un quidam nous apprend. « Ah, la belle Lise, oui, oui, quoi, vous ne savez pas? Elles sont déménagées quelque part, en Outaouais, je crois. Ou peut-être est-ce bien en Témiscamingue. Enfin, je pourrais m'informer si vous... » Ces paroles se perdent dans une espèce de brouillard, accompagné d'un solide pincement au cœur. Ce fut donc la fin de cette toute petite idylle de deux joueurs de tennis que la vie va bientôt se charger d'éloigner l'un de l'autre. Première leçon de déconvenue amoureuse. Et il y en aura d'autres. Je me dois quand même de vous avouer avoir passé 1 ou 2 après-midi sur un banc du parc La Joie, non loin de son logement, et lisant sans doute un Bob Moran, tout en surveillant furtivement si elle ne sortirait pas pour venir me voir. Hélas, 3 fois hélas, je n'y ai vu qu'une vieille dame toute claudicante aller prendre sa petite marche de santé dans le parc et me dire un beau bonjour en passant devant moi de sa voix toute chevrotante. « Bien le bonjour, jeune homme !» Et moi de me dire, il arrive parfois que la vie nous fasse de beaux petits clins d'œil d'une ironie absolument savoureuse, mais ça prend un certain recul. Et d'élucubration languissante en circonlocution d'esbroufes alambiqués, me voilà-t-il pas plongé dans de ces travaux très poussés sur les explosifs. Oui, monsieur, les explosifs. C'était l'époque où les pétards à mèche étaient très à la mode. On en trouvait partout. Oh, que j'avais planché solide sur le concept d'un retardateur d'allumage, concept que je finis par mettre au point après de multiples essais et erreurs pour enfin aboutir à cette trouvaille géniale, le retardateur multitemporel, rien de moins. Par contre, ici, il faut bien figurer dans vos souvenirs le profil d'un pétard à mèche, la mèche surtout, car c'est la clé de l'énigme. Cette dite mèche se compose d'un bout de papier plutôt mince et très sec, et remarquez qu'il est enroulé sur lui-même, ce qui permet, lors de sa fabrication, d'y saupoudrer tout du long une petite quantité de poudre noire, nécessaire pour l'allumage. Mais comment retarder cet allumage? That is the question. Et je finis par trouver le retardateur multitemporel avec mèche programmable pour 5 minutes ou 10 minutes ou même 15 minutes, le cas échéant. C'était en définitive tout simple. Il suffit de dérouler le bout de la mèche pour pouvoir y faire tenir, une fois réenroulé, une petite ficelle dont la longueur déterminait le temps à écouler avant l'explosion.
Ainsi, 1 pouce de ficelle équivalait à 5 minutes, 2 pouces à 10 minutes, et ainsi de suite. Bien sûr, il faut allumer la ficelle au préalable, puis souffler la flamme. Alors la dite ficelle se consume très lentement, jusqu'à ce que le petit bout de feu en tison parvienne à la mèche proprement dite et l'enflamme. Me fallait bien entendu expérimenter mon prototype. Le parc Lajoie ferait très bien l'affaire. Je prépare un pétard à retardateur 5 minutes, un autre à 10 minutes et un dernier à 15 minutes. Je dispose chaque pétard sous un banc de parc différent pour chacun, non sans avoir au préalable allumé la ficelle. Et je vais m'installer sur un banc bien à l'écart avec un bon livre, ce qui me donne un air bien innocent. Vous pensez bien qu'au hasard Balthazar, un quidam finit par s'installer sur un des bancs piégés, et moi, chronomètre en main, encore moins d'1 minute avant l'explosion. Et ça sautait de façon très prévisible. Et le quidam essayant bien en vain de comprendre ce qui s'était passé. Ah là là, souvenir, souvenir. J'ai souvenance aussi d'une épiphanie du même genre que celle de cette petite beauté en tennis blanche. Je vous ai déjà mentionné que maman donnait des cours d'anglais dans la cuisine rue Saint-Viateur. Et un beau jour, il y eut cette adorable hourée qui me laissa sans voix et complètement médusé face à cette beauté éminemment magnétique. Michel s'appelait-elle et habitait un beau petit bungalow tout neuf dans le tout nouveau quartier de Notre-Dame-des-Prairies. La première avenue, je crois. Forcément, je comparais avec le 543 Saint-Viateur, ce qui ne manquait jamais de me laisser sur une note de gêne, disons, malaisante. Ah, cette puissante émotion d'envoûtement, irrésistible à y perdre son âme. Ah, l'éclatante tendresse de ce regard aux yeux verts vernaises, tout empreint d'une rêverie si romantique. Et de coursives monacales en mezzanine au volet clos. Et maintenant, trêve de baliverne, on passe en mode intégral dans le monde merveilleux des mathématiques, où bien sûr, j'en profiterai pour vous relater par le menu les meilleurs épisodes de mon fabuleux voyage dans cet univers si fascinant que sont les mathématiques. Il n'y a qu'à songer à ce foisonnement de signes et de symboles si, comment dire, énigmatiques, mystérieux, cryptiques même. Ainsi en était-il des sinus, pour moi indissociables d'une fonction nasale, des cosinus, du nombre pi aux propriétés rien moins qu'effarantes, et que dire du nombre 8 couché, nous ouvrant les portes de l'infini, les fonctions trigonométriques, les équations quadratiques, où x égale moins b plus ou moins radical b2 moins 4ac sur 2a. Vous imaginez? Et que dire de la séquence de Fibonacci et son nombre d'or? Aïe, aïe, aïe! Tout un langage qui m'aura toujours échappé à mon grand regret. Or, me voilà en ce mois de juin 1964, en classe de rhétorique, potassant comme un diable dans l'eau bénite mon examen final de mathématiques dont dépend toute mon année scolaire. Examen consacré qu'il était à la résolution de problèmes de calcul de probabilité et une deuxième partie au calcul différentiel et intégral, communément appelé calcul infinitésimal. Terminologie quand même fascinante, non? Et je me revois dans ma petite chambre rue Saint-Viateur, submergé par l'angoisse d'un échec imminent et ses conséquences catastrophiques pour moi. Et je regarde ma règle à calcul, ridicule instrument de ma perte, car tout ce que j'ai jamais pu faire avec cette foutue règle, c'est d'additionner 2 plus 2 égale 4. Et l'esprit vacille en proie à des vertiges mastodontes face à de ces gouffres insondables qui s'ouvrent sous mes pas à mesure que j'avance dans cette jungle d'une complexité qui, manifestement, m'aura toujours filé entre les doigts.
Et le temps sur mon cadran qui file à toute vitesse, merde, déjà minuit. J'ai la sensation nauséeuse d'avoir pataugé des heures et des heures dans le même marécage labyrinthique sans entrevoir la moindre issue. Finalement, au bord de l'épuisement, me vient cette illumination géniale. Arrête d'y croire, puis sacrément, résigne-toi à l'inéluctable. Passe une bonne nuit de sommeil et ainsi tu seras frais et dispo pour affronter la guillotine. Et de me coucher, mais tout juste avant de plonger dans un état de torpeur immersive, me vient cette pensée obsédante, qui relevait sans aucun doute de la pensée magique. Mon Dieu, faites qu'un anarchiste fou fasse sauter à la dynamite le séminaire au grand complet. Ou encore mieux, qu'un orage électrique d'une violence inouïe foute le feu à toute la baraque. Non, encore mieux, qu'un astéroïde venu du fin fond des espaces intergalactiques et filant à plus de 50 km/s vienne pulvériser ce foutu séminaire. Non, le plus sûr serait que les méchants communistes, dans leur insondable perfidie, lancent un missile balistique d'une précision chirurgicale sur le bâtiment abritant la salle d'examen. Oui! Amen! Et le lendemain matin, j'ai bien dû me rendre à l'évidence. Mes vœux sont restés lettres mortes. C'est la mort dans l'âme que je monte à l'échafaud. Bien installé à mon pupitre, je prends connaissance du très redoutable questionnaire. Et à mon énorme stupéfaction, je le trouvais tout ce qu'il y a de plus facile, me permettant même d'être parmi les premiers à remettre ma copie au surveillant, notre prof de maths, qui, je m'en souviens tellement, m'a acheté un drôle d'air. Et moi, tout rayonnant de satisfaction béate face au devoir accompli. Yes! Et une semaine plus tard, c'était la grande cérémonie de la remise des diplômes, assortie des résultats pour notre bulletin de l'année. Je nous revois tous bien impeccables avec veston bleu marine, chemise blanche, pantalon gris et cravate rouge, dans la grande salle académique du collège. Tous groupés selon nos classes respectives et par ordre alphabétique. Et en avant de la salle, sur la scène, trônait tout le staff officiel, profs et membres de la direction. À ma gauche, mon bon ami Paul-Aimé Massé. Matt était évidemment le suivant, c'est-à-dire moi-même. Plutôt long et ennuyant comme procédure, mais bon, on en arrive aux classes de rhétorique, puis notre classe, le groupe 4. Et finalement, j'entends encore le directeur des élèves avec sa voix métallique, impersonnelle. « Monsieur Paul-Aimé Massé, il doit se lever pour le verdict. Moyenne générale, 74%. Échec en mathématiques. » Aïe, 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 pauvre PA, me dis-je. Il était orphelin de père, tout comme moi. Voilà, c'est mon tour. Monsieur Jean Motte, je me lève. Moyenne générale, 72%. Échec en mathématiques. S'ensuivit une espèce de brouillard plus ou moins gluant, quelque peu hébété. J'étais... Aïe, 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 pauvre de petit moi, me dis-je, car je naviguais en eau trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est dans un élan de superbe masochisme qu'on décide d'un commun accord, PA et moi, de nous inscrire au cours d'été section mathématiques, alléguant plutôt naïvement que 2 nullités en maths arriveraient, en combinant leurs talents, à bâtir quelque chose de solide. Le hic, c'est que ces foutus cours se donnaient au collège Saint-Laurent à une centaine de kilomètres de Joliette. Mais qu'à cela ne tienne, et n'écoutant que notre courage indomptable, nous voilà pensionnaires dans un sous-sol de bungalow à Ville-Saint-Laurent. 5 heures de maths par jour, sans compter nos soirées à bûcher comme des damnés sur cet insaisissable calcul infinitésimal. Puis c'est le grand jour, reprise de l'examen, fin août. Oups, je constate, abasourdi, que c'est le même questionnaire à l'identique. Merde, avoir su! Entre-temps, j'avais reçu mon résultat officiel pour l'examen de fin juin, 48%.
Et ce n'est qu'à la fin d'août que je me mets à surveiller fébrilement la livraison postale, guettant une lettre en provenance du séminaire. Ah, enfin, je reconnais l'expéditeur et j'ouvre l'enveloppe. Oui, c'est le résultat de ma reprise. Et patatrac, ça me tombe dessus comme une tonne de briques. 39%. Et comme dira Bachung plus tard, une poussière dans l'air et le monde entier soudain s'écroule. Et le monde entier soudain se trouble, comme quand tu faisais du zèle. Seulement voilà, ne sachant pas trop quoi faire de ma vie, je me dis sotto voce, garde-toi toutes les portes ouvertes. Et c'est dans un élan de bravade absolument insensé, un peu à la façon d'un kamikaze, que je m'inscris dans la section sciences, c'est-à-dire maths, chimie, physique, top niveau. Évidemment, bien mal m'en pris, car à la fin de l'année, je reçois cette convocation de mon directeur d'études qui me déclare très cérémonieusement « Monsieur Mott, comment envisagez-vous votre prochaine année scolaire ?» Et moi, flairant aussitôt la piste qui s'ouvrait devant moi, de répondre « Oh, je crois bien que je vais m'inscrire à la section lettres et humanités. Donc, sociologie, psychologie, anthropologie, littérature, philosophie. » Et lui de conclure très succinctement « En ce cas, je vais vous donner vos résultats en sciences. Mathématiques 60%, chimie 60% et physique 60%. » Et c'est ainsi que s'acheva pour moi une illustrissime carrière scientifique et que furent anéantis tous mes espoirs d'un prix Nobel. Petit détail ici, l'année suivante, en première philo, ce fut plutôt pénible. Pénible au point d'abandonner les études après les vacances des fêtes, mes résultats voguant allègrement dans les 30%. Toute matière confondue, petite dépression apparemment. Mais tel le phénix d'or qui prend son envol, je finis l'année suivante en force, faisant fi de toute compétition. Ah, ce cher P.A., tout un chic type. Et à cet égard, je me rappelle tellement, on s'était tapé tout un défi de fou. Écouter de la musique classique 24 heures non-stop. Et pour mousser notre intérêt, on avait ajouté un volet compétition, et pour ce faire, on avait recensé toute la musique classique dont nous disposions par-devers nos 2 collections de vinyles. Ça représentait des centaines de petits billets qu'on avait déposés dans un bol. À tour de rôle, on tirait au hasard un billet sur lequel était inscrit toute l'information nécessaire en regard à la musique qu'on devait faire jouer et que l'autre devait deviner le plus grand nombre d'infos possibles. Ainsi, par exemple, je pige la 9e symphonie de Beethoven, 3e mouvement, avec la Philharmonique de Berlin sous la direction de Karajan, année de composition 1810, numéro d'opus 125, etc. Un système de pointage permettait de calibrer le résultat de l'adversaire en regard à la difficulté de l'information divulguée. Ainsi, le numéro d'opus valait plus cher que l'identification de l'œuvre. Seulement voilà, notre première tentative fut un échec, because on avait débuté l'épreuve à minuit. Erreur de débutant. La semaine suivante, on recommence de midi à midi cette fois-ci. Mais vu la complexité du calcul de pointage, il a bien fallu laisser tomber ce volet, because à 4 heures du matin, je vous assure que la capacité de concentration frôle le 0. On a donc poursuivi pour le seul plaisir d'écouter notre musique préférée. Et dans la même année, P.A. m'arrive avec tout un projet, ma foi, un peu farfelu peut-être. Il me dit tout de go, on apprend l'allemand. Je n'étais pas très chaud à l'idée, mais son enthousiasme était contagieux. On se procure donc chacun une méthode d'apprentissage assimile, titrée ironiquement « L'allemand sans peine ». Aïe, 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 l'allemand sans peine, pas sûr. Je nous vois encore dans sa chambre au 2e étage au Manceau. À l'époque, le rez-de-chaussée était occupé par un dentiste, puis par un restaurant aux saisons gourmandes. Et je nous entends. Meine Brüder ist sehr klein, ou encore
Ich hab eine große Schwester. Mais il faut bien le dire, P.A. avait une persévérance beaucoup plus solide que la mienne, et c'est ainsi qu'il a réussi son pari. Et comme il était passionné de philo, aussi s'inscrit-il à la faculté de philo à l'Université de Montréal. Mais ce n'est pas tout. Il était un fan fini de Kant et de Hegel. Aussi partit-il en Allemagne à Heidelberg étudier dans le texte la critique de la raison pure et la phénoménologie de l'esprit. Fallait le faire. Par la suite, il fit carrière au Cégep Saint-Laurent comme prof de philo. Et tant qu'à faire dans le spécial, il épousa une Haïtienne. Ça aussi, il fallait le faire dans les années 70. Puis la vie se chargea de faire diverger nos routes et Dieu seul sait ce qu'il est devenu. Mais je me dois ici de vous faire part de ce tout petit flash. P.A. et moi étions à préparer notre examen d'histoire. Il était 13 heures. L'examen se tenait à 14h30 au collège. La radio jouait du classique en sourdine. Puis, il y a eu cette voix. Je dis à P.A. « Monte le son !» Nous interrompons cette émission pour vous informer d'un événement majeur qui vient tout juste de se produire à Dallas, au Texas. Le président Kennedy vient d'être victime d'une tentative d'assassinat. De retour pour la suite, dès que nous aurons en main de plus amples renseignements. Remusique, P.A. et moi, quelque peu médusés par cette annonce. Et la voix reprend. Nous sommes en mesure de vous confirmer que le président John Fitzgerald Kennedy est mort à 12h30 sous les balles d'un tireur fou. Ahuris nous étions par cette nouvelle stupéfiante, et tous deux pressentions plus ou moins confusément que cet événement marquait le prélude d'un profond changement social, et que ce ne serait pas pour le meilleur des mondes. Bien sûr, vous avez deviné la date, le 22 novembre 1963. Et de psychotropes aux hausseurs ardentes d'escapades cyclopéennes en incantations d'artifices fastidieux. Voilà Tipa qu'aujourd'hui, le 15 mars 2026, je célèbre mon 7e anniversaire par devers mon grand voyage au-delà de l'inframonde. 7 ans, soit plus de 2500 jours de sursis. Car on n'a pas voulu de moi. Oh, mais je sais pertinemment qu'il m'attend au détour du chemin. Mais peut-être bien que c'est la terrible Atropos qui a décidé de surseoir à couper le fil, pourtant plus que ténu ce fil. Mon charme irrésistible doit y être pour quelque chose. Enfin bref, dehors à cette heure, il fait nuit. La tempête souffle, sans doute le dernier soubresaut de l'hiver. Et ma belle petite guépie qui dort sur son gros fauteuil, alors que Charlotte, ma précieuse, regarde sur sa tablette les dernières nouvelles sur la guerre d'Iran. Michel doit être en train de monter le vidéo de mon Réminiscence 7. Et je constate qu'il y a 14 ans maintenant que nous avons, Michel et moi, mis sur pied ce travail d'équipe qui nous aura permis d'engranger 14 années de réalisations plus merveilleuses les unes que les autres. Et comme disait l'autre, personne ne pourrait jamais nous enlever tout le plaisir que nous avons ressenti pendant ces 14 années. Car à tous les vendredis soirs, soit plus de 700 vendredis, nous avons eu le bonheur de côtoyer et de fabriquer tout plein de petits trésors que nous expédions dans le cosmos avec l'espoir qu'ils feront la joie de quelques-uns en ces temps si sombres et si tragiques. Et je vous laisse avec ce petit mot de Sion. Comment savoir si on est dans le vrai? Le critère en est simple. Si les autres font le vide autour de vous, point de doute que vous êtes plus près de l'essentiel. Et tant qu'à faire, ce petit clin d'œil chinois que certains esprits malins, ou peut-être devrais-je dire avisés, pourraient faire un petit rapprochement avec la COVID,
Ah, ces petits complotistes. Quand un seul chien se met à aboyer à une ombre, 10 000 chiens en font une réalité. Voilà, santé à vous tous, et à la revoyure, pour ainsi dire, si Dieu le veut.